Devenir bailleur en République démocratique du Congo n'est plus un rêve. La Cité d'Avenir vous offre cette opportunité sur ses différents sites, à savoir Kinkole au bord du fleuve pour un terrain de 20 sur 20 à 14 500 $. Sele Kindobo pour un terrain de 20 sur 20 à 3 500 $. Kinkole VIP pour un terrain de 20 sur 20 à 9 000 $. Maluku Menkau pour un terrain de 20 sur 20 à 2 500 $. Cité de Motard, Maluku Menkau, pour un terrain de 20 sur 20 à 1 000 $. Notez bien, le frais d'ouverture des dossiers est fixé à 15 $, frais panneau 15 $, frais bornage 35 $. La compte est fixée à 15% pour le site de Kinkole au bord du fleuve et le site Kinkole VIP. Les autres sites, le frais d'acompte est à 10%. Attention, attention, les parcelles sont en vente à crédit et pour une échéance de 12 mois. Nous sommes situés au 4256 avenue Caniveau, quartier Beaumarchais, dans la commune de Barumbu. Pour tout contact, appelez au 082 36 90 409 097 580 51 06 082 222 63 21. La Cité d'Avenir, c'est assurer l'avenir de votre famille. Nous sommes en République démocratique du Congo. L'actualité oblige à ce que nous puissions inviter ceux qui font l'actualité, ceux qui peuvent également décrypter les grandes lignes d'actualité avec nous dans votre émission. Au centre, vous êtes en train de nous suivre en direct sur les phares télévision et aussi sur notre chaîne YouTube en direct au centre TV. Vous pouvez également entrer et partager les liens parce que vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde. Comme annoncé sur ces plateaux, je suis avec les têtes bien faites de mon pays. Je suis avec Maître Armand Lokeka qui est coordonnateur d'un nouveau courant de pensée pour les saluts du peuple. Il est ici avec nous. Maître Armand, soyez le bienvenu. Merci, merci d'avoir pensé à moi. Voilà, de l'autre côté, nous avons la présence de monsieur Mike Gary Diana. Il est analyste politique, éditorialiste, je peux dire ainsi. Monsieur Mike, soyez le bienvenu. Voilà, de l'autre côté, nous avons la présence de monsieur Manix Iyenda. Lui, il est porte-parole du LGD, parti cher à l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Vous êtes dans l'opposition. Monsieur Manix, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, mon frère Delphin. Mais au-delà du fait que je sois porte-parole d'un parti politique, comme vous l'avez si bien défini, je suis d'abord un député de la rue. Député de la rue. Député de la rue parce que je me suis engagé de porter la voix des sans-voix, de défendre pour l'intérêt des citoyens opprimés, le peuple congolais qui souffre, le peuple congolais qui n'a plus de représentants au niveau du Parlement. Et moi, au contraire, au-delà de ce contrôle parlementaire exécuté sur ceux qui dirigent le pays aujourd'hui, moi je fais preuve d'un contrôle citoyen sur les parlementaires, sur le président de la République, sur les mandataires de la République, mais aussi sur le gouverneur de province, pour exiger à tous ceux-là qui détiennent le bâton de commandement de la République à une obligation de redevabilité. Nous devons rendre le compte au peuple congolais parce que le peuple souffre. Et ce travail-là, je le fais comme un député de la rue. Être élu ou pas, validé ou pas, invalidé ou pas, listé ou éligible, en tout cas, je reste député de la rue parce qu'il faut défendre l'intérêt de notre peuple. Voilà, merci monsieur Manix Iyenda, porte-parole du LGD, parti cher à l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Avec vous, on va analyser les grandes lignes d'actualité, la situation sécuritaire en RDC, quoi faire pour une solution durable. Vous êtes sans ignorer que l'Est de la République est occupé toujours par le M23, les sous-traitants du Rwanda selon le gouvernement. Alors Bunagana toujours entre les mains du M23. Qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer nos terres et aussi chercher à pacifier l'Est? Est-ce que le gouvernement de la République est capable? Nous allons en parler sur ces plateaux. Et aussi la deuxième question principale de cette émission, élection en 2023, est-ce l'équipe Kadima rassure? Parce qu'il y a
trop de questions par rapport à cette équipe, hein, l'équipe de Kadima. Est-ce qu'il y aura les élections apaisées? Est-ce que c'est avec mes invités qu'on va tenter d'avoir de réponses à toutes ces questions? Mais je préfère commencer par Maître Armand Lokeka, lui qui est coordonnateur d'un nouveau courant de pensée pour les saluts du peuple. Maître Armand, la situation de l'Est reste toujours préoccupante. Mais avant d'arriver à la question principale, comment faire pour que l'Est de la République soit totalement en paix? Oui, justement, c'est une question très complexe. Mais comme nous sommes appelés à réfléchir, nous appelons le chef de l'État, le gouvernement, de prendre des dispositions nécessaires, des dispositions de prudence, d'intelligence pour mettre fin à la guerre. Puisque ça fait plus de 6 siècles aujourd'hui que le peuple Tutsi cherche à entrer en RDC. Le peuple Tutsi cherche à émixer la République pour installer un royaume dont ils avaient besoin d'installer en Afrique de Grand Lac. Et que l'histoire ne s'oublie pas si tôt que ce peuple n'a jamais conjugué un effort de laisser en paix le Congo. Puisque là où ils n'ont pas encore réussi d'installer leur royaume Ima, c'est le Congo. Et qu'aujourd'hui, sur le plan politique, nous sommes en train de nous voir face à un pays limité selon la cartographie de la géopolitique, de la géopolitique internationale. Le Rwanda, citer le Rwanda, certes c'est bon, mais il y a un peuple qui nous fait la guerre. Ces peuples partout ils se trouvent, au Rwanda, Ouganda, Tanzanie, Burundi. S'il est Tutsi, il faut toujours considérer que le combat n'est pas simplement avec un autre peuple que le peuple Tutsi, qu'il s'agisse de n'importe quel pays. Et que la République démocratique du Congo à ce stade ne peut pas être distrait. Nous avons décrié autrefois la mutualisation des forces qui a été décidée par le chef de l'État avec l'Ouganda. Nous avons dit non, il n'est pas opportun, parce que nous avons vu M. Kamere partir autrefois quand Joseph Kabila avait cherché à mutualiser la force avec le Rwanda pour traquer, selon le plan stratégique, les FDLR. Et voyez la suite, qu'est-ce qui était devenu, jusqu'au moment où le Goma est tombé et il y a eu une guerre dont on ne pouvait peut-être pas y croire. C'est le cas actuel. Cette mutualisation de forces a ouvert des frontières et a créé une amitié entre le Rwanda et l'Ouganda qui n'étaient pas amis, puisque depuis 2019, l'Ouganda et le Rwanda ont risqué une guerre entre les deux pays. Mais en janvier 2022, ils se sont reliés en amitié. Cette amitié, c'est au moment où le président de la République a ouvert les frontières par ce des peuples, qui est un seul peuple en plus, pour faire la guerre à l'RDC. Donc, c'est un problème de stratégie, c'est un problème de décision, un problème de leadership qui se pose au pays, puisque nous ne pouvons pas accepter qu'un pays comme le nôtre soit un pays qui puisse être agressé et crié, et que toutes les fois qu'on nous récupère une ville, c'est le moment où on nous amène des accords diplomatiques, des accords d'intervention. Donc moi je pense qu'il était déjà trop tard pour le chef de l'État de prendre des décisions utiles pour le salut de l'Est. Il avait dit lui-même en entrant au pouvoir qu'il va déménager pour aller habiter à l'Est, chose que nous n'avons jamais faite. Mais c'est un chef, il déménagera quand il voudra, mais pour l'instant, le pays est en danger. Il faudrait, coûte que coûte, lutter pour prendre des dispositions martiales et non diplomatiques, telles que l'on veut toujours valoriser la diplomatie. Au moment où le rapport n'est plus sain entre nous, il faut utiliser le rapport martial pour que le pays puisse retrouver sa souveraineté et son équilibre. Merci. Mais pas du tout. Et tout se définit par le résultat de ces approches. Le président de la République a usé de l'approche diplomatique
qui se solde aujourd'hui à un fiasco qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire il y a nécessité dans la conception de politique diplomatique pour le président de la République à redéfinir ses stratégies diplomatiques. Parce que le résultat ne sont pas de résultats escomptés. Et les pays n'ont pas tiré gain de cause par rapport à la diplomatie dite agissante. Mais aussi, il y a un degré de responsabilité de pouvoir renforcer l'armée nationale. Parce que la question de sécurité et défense relève de l'apanage exclusif du gouvernement congolais. C'est le gouvernement congolais qui définit les politiques de sécurité et défense. Et même le président de la République qui chapeaute les cadres stratégiques de sécurité et défense. Il vous souviendrez qu'il a même organisé de manière urgente un conseil de sécurité et défense. C'était effectivement dans le cadre de lever les grandes options. Parce que cette question de sécurité relève de la responsabilité et du président de la République, mais aussi du gouvernement. Mais à chaque fois quand on parle de l'armée congolaise, je ne cesse de marquer cet accent de taille pour parler de l'armée congolaise dans un aspect de l'effectif militaire, de budget national que nous devons mettre à la disponibilité de notre armée nationale pour permettre à l'armée d'avoir des matériels nécessaires afin d'équiper l'armée et permettre à l'armée congolaise de bien faire face contre tout genre d'agression venant soit d'une armée conventionnelle ou encore d'un groupe armé, comme c'est le cas pour le M23 aujourd'hui, mais aussi l'aspect des formations militaires. Déjà du point de vue de l'effectif militaire, je l'ai toujours dit, nous avons un avantage que nous devons peut-être considérer en termes d'acquis et acquis à préserver à bon escient. Parce que l'armée congolaise a un effectif de plus de 150 000 militaires. Et même sur le plan de classement africain, nous sommes 5e en Afrique après l'Érythrée, après les Soudan du Sud, après les Maroc, après l'Égypte. Alors que le Rwanda qui nous agresse aujourd'hui, à peine n'a que 33 000 éléments. Donc, du point de vue de l'effectif militaire, je crois qu'il faudrait accompagner l'armée congolaise en mettant en place des moyens financiers nécessaires pour permettre à l'armée de bien sauvegarder l'intégrité du territoire national. Mais la question de l'armée prend aussi d'autres dimensions. La dimension, par exemple, de la considération de famille des militaires. Comment les militaires qui sont au front, ils ont laissé des enfants, des femmes ici à Kinshasa, alors que leurs enfants n'ont même pas droit à aller à l'école. Les enfants, les familles des militaires vivent dans des conditions, je dirais, déplorables. Ils n'ont même pas droit aux soins de santé. C'est-à-dire, il faudrait que le gouvernement essaye d'imaginer comment renforcer notre budget. J'ai entendu aujourd'hui que le Parlement a mobilisé une collecte de fonds en termes de 100 000 $ pour accompagner l'armée congolaise. Ça, c'est une insulte. Au lieu que le président de la République... Non, mais pas du tout. C'est insignifiant. Mon frère défunt, je pense qu'il y a des familles des militaires qui vous suivent. Et elles connaissent les vraies réalités qui vivent les familles des militaires dans les différents camps militaires ici à Kinshasa et puis partout ailleurs. Vous pouvez peut-être faire allusion à quelques camps ou à quelques infrastructures créées par le gouvernement congolais, mais quid alors des familles des militaires qui vivent dans la partie Est, à l'Équateur, au Katanga, dans toute l'étendue du territoire national. Et donc quand vous faites la sommation en termes de conditions générales, vous allez vous rendre compte que le problème demeure déplorable. Et donc il faudrait que le gouvernement congolais soit conséquent en termes de budget alloué pour accompagner l'armée congolaise. Et d'ailleurs, parce que vous parlez en termes de propositions, qu'est-ce que nous devons faire? Mais moi je pense que le président de la République, au lieu même de faire les réaménagements techniques de l'armée congolaise qui en réalité n'apportera rien du tout, mais le président pouvait même diminuer la taille du gouvernement dans le sens de réduire le train de vie des institutions de la République. Le président de la République pouvait même consacrer son salaire en tant que président de la République pour l'armée congolaise. Si on n'a pas...
une solution à la crise de l'Est ou un problème de plus? Je ne sais pas entrer dans ce jeu-là. Je ne suis pas de ceux qui traitent les problèmes structurels avec des solutions d'ordre conjoncturel, et ça, c'est pas des habitudes. Je ne pense pas qu'ici, il faille parler en termes de tel gouvernement. Et après la résurgence du M23, cette fois-là, on décide de nous amener pour les assises de Nairobi, où on estime qu'il fallait discuter avec, on prend le problème dans son sens général, avec les groupes armés. On dit, bon, ok, on appelle les groupes armés avec qui le contact s'établit, on discute, mais finalement, l'État congolais se réserve le droit de discuter avec le M23. Parce que dans ces paniers à crabe, l'objectif n'était pas de discuter avec les groupes armés, les autres n'ont que faire de cela. L'objectif, c'était de contraindre aussi l'État à pouvoir réouvrir des discussions avec le M23. La question, c'est pourquoi? Parce que derrière, il y a toute une carte qui se joue. Cette carte s'explique par le fait qu'on peut aujourd'hui indexer le Rwanda, mais derrière le Rwanda, le tir de ficelle, il n'y a pas que le Rwanda. Quand les Nations Unies établit des discours avec des éléments de langage bien définis, vantant la puissance militaire, c'est ce que nous on appelle en communication les effets placebo. On exploite le sentiment de peur chez vous pour nous dissuader de prendre la dimension belliqueuse et continuer à aller ou à privilégier la discussion. Et ils ont mis la batterie en marche et ils ont utilisé la communication. Malheureusement, pour nous, on ne sait pas utiliser. Les gens ne savent pas, c'était une communication. Et par crainte qu'il y ait des escalades, on renforce ce que les autres ne veulent pas accepter que ce soit un embargo. On parle de l'autorisation préalable, c'est un embargo. On renforce les dispositions à ces niveaux-là pour nous empêcher justement de s'entêter, de continuer à prendre cette dynamique-là. Mais en fin de compte, pourquoi on ne veut pas que cette situation-là arrive sur le plan militaire et belliqueux? Parce que derrière le Rwanda, il y a tout un lot. Je peux citer les États. Okay. La Grande-Bretagne, la France, les États-Unis, l'Allemagne. Pour le cas de la Grande-Bretagne, je connais le schéma par la Zambie où des firmes allemandes exploitent le minerai, déposent vers la Zambie. L'un des éléments qui fait que justement ces pays-là soient aussi devenus une économie assez dynamique aujourd'hui, parce que dans le fond, il y a un travail qui est fait. La guerre de l'Est est une guerre voulue et imposée par le gens. On ne chasse pas Félix Tshisekedi aujourd'hui. Si on ne sait pas se rendre compte, on vivra le même problème. Évitons de régler des problèmes structurels en pensant que les solutions conjoncturelles vont apporter... Donc le problème, ce n'est pas Tshisekedi, le problème, la plaie tellement profonde. Il a une responsabilité en tant que
le chef de l'État. C'est quoi sa responsabilité? La responsabilité, pour moi, ici, arrive au niveau de créer justement une vraie politique, une vraie diplomatie de la sous-région. On veut aller dans la dynamique sous-régionale, sans pour autant, au préalable, se permettre d'avoir une ligne, d'avoir une politique, d'avoir des éléments bien définis et des objectifs. C'est-à-dire la téléologie des actions diplomatiques menées au niveau de la sous-région semble ne pas exister. On ne sait pas aujourd'hui définir quelle est la finalité qu'on cherche. Je vous donne un exemple de cette faiblesse. Okay. Parce qu'on ne peut pas espérer, pour une région qui, depuis 2 années, vit une guerre imposée, on ne peut pas vouloir instaurer la paix en comptant sur la dynamique sous-régionale. Ça veut dire que ces États par qui les autres passent pour nous torpiller, on compte sur eux pour venir instaurer une paix. Le jour où les rapports étatiques entre nous s'ébrouillent, on retourne à la case départ. Donc, sur le plan de l'approche, le régime Tshisekedi a fauté plusieurs fois. On dit souvent que les désaccords entre l'Ouganda et le Rwanda, c'est ça même qui a fait que le M23 puisse revenir à la scène. C'est la responsabilité du... Ce qui a fait que le M23 réclame leur droit, étant que de militaires, étant que des Congolais, de retrouver la place dans notre armée. Est-ce qu'il ne faut pas céder pour qu'il y ait la paix, pour éviter plus de morts, ou soit il faut s'entêter du moment que notre armée n'a pas assez l'armement? Oui, j'aimerais qu'on remonte un peu plus loin, puisque la difficulté ou la réclamation de groupes armés. Moi, j'avais entendu à un moment donné le président de la République actuelle, président Félix, avait sollicité une rencontre avec les groupes armés. Et dans cette rencontre, il y a même certains représentants de ces groupes armés qui étaient invités ici à Kinshasa, dans lequel il y a les représentants de M23 aussi, et se retrouvaient à Kinshasa, habitaient peut-être la cité du fleuve ou je ne sais pas où. Mais ils sont arrivés. Les réclamations, le cahier de charges est présenté par tous les groupes armés. Et il y avait des groupes armés qui disaient nous ne pouvons pas accéder dans les négociations avec le président de la République, avec l'M23 qui est supposé un groupe armé des étrangers. Il y a des gens de Yakutumba qui est aussi un groupe armé, un leader d'un groupe armé, qui ont donné cette déclaration qu'ils sont dans le regret de constater qu'au moment où on appelle les Congolais à discuter sur leur propre pays, sur leurs revendications, sur le cahier de charges que le président de la République a besoin de discuter avec nous, mais nous avons constaté le Tutsi rwandais qui sont étrangers, qui font la guerre appelée M23, venir dans le débat. Et qu'est-ce qui en est sorti de ces invitations lancées à ces leaders de groupes armés? Jusqu'aujourd'hui, nous ne comprenons rien.
Les revendications, certes, de se dire affilié à l'armée, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis Sun City, nous avons accepté d'affilier les gens. Et certains ont même bénéficié de la nationalité congolaise gratuitement, sans pour autant aller au fond, jusqu'à venir piétiner l'originalité du Congolais dans la constitution de la RDC. Jusqu'à venir octroyer une nationalité dans le délai, nationalité de temps. Ceux qui se sont retrouvés pendant cette période-là sont automatiquement congolais. Une nationalité de temps octroyée à certains citoyens en RDC au travers de la constitution, influencée, imposée depuis la transition et copiée en 2006 de la même façon. Vous comprenez? Donc, quand ces gens se réclament être affiliés en 2013, M. Kabila, oui, il y a certains qui ont été acceptés de retourner, d'être affiliés à l'armée congolaise. Et certains ont été... pardon national. Oui, certains ont été refusés. C'est au travers un certain tact politique sur l'ordre d'appartenance et des autres. Ne peut être militaire que celui qui est congolais. Et on a étudié parmi tous ces gens-là qui voulaient même qu'on leur donne le grade de généraux, de colonels, de majors, certains qui n'étaient pas en réalité congolais, étaient des étrangers et qui se sentent jusqu'au jour d'aujourd'hui marginalisés puisque leur vie se fonderait derrière cette rébellion d'M23 pour se faire automatiquement congolais, réclamant une certaine grade au niveau de l'armée congolaise. Je vous le dis, mon cher ami, si c'est ça uniquement la condition que poserait l'M23 aujourd'hui, c'est infondé. C'est infondé. Mais la réalité telle que l'a dit mon frère l'autre, ce que nous disons, ce que nous lisons dans le cahier des charges des groupes armés ou de M23 n'est pas réellement ce qui est réclamé par les grandes puissances qui sont derrière cet armement lourd déclaré par le secrétaire. M23 ou soit il fallait prendre le problème dans sa source. Donc c'est la communauté. Regardez comment, j'ai toujours dit que le Congo n'a pas un pays ami. Tout le pays envie le Congo, non pour être ami au Congo, non pour être ami aux Congolais, mais c'est pour tirer un profit du Congo. Et qu'il faut faire trop attention. Vous constaterez avec moi le deux discours du président de la RDC et le président du Rwanda devant le dernier sommet des Nations Unies. Vous avez compris à quel niveau qui s'est situé au-dessus de l'autre. La considération de l'accusation chez Kagame, il a réduit cette accusation à un simple jeu d'enfant qui pouvait être négocié, qui pouvait être discuté et que ce n'était pas opportun. C'est un. De deux, je reconnais l'interview que M. Kagame avait accordée à une chaîne étrangère sur l'état de siège. Et M. Kagame a minimisé l'état de siège de son voisin en disant qu'il n'était pas opportun de décréter l'état de siège dans cette zone-là. On aurait dû réunir les éléments probants. C'est que nous, Congolais, nous avions demandé que l'état de siège décrété à l'Est n'était pas opportun pendant ce temps-là, parce que le donné ne pouvait pas arriver aujourd'hui qu'on dise que ça ne nous donne pas un résultat attendu. On pouvait arriver à cela si réellement le président de la République avait des données fiables. Au moment où il a accusé le gouvernement FCC Cash, n'était pas un gouvernement confiant par rapport à son mandat, mais les données qui lui ont donné lieu de décréter l'état de siège, ce sont les données tirées par un gouvernement qui ne lui faisait pas confiance. Donc il y avait un contraste dans les déclarations et c'est pour cette raison que nous devons nous attendre à ceci. Ce qui est pire, encore grave, démontrons que la guerre de l'Est, ce n'est pas une guerre d'une rébellion des Congolais qui se revendiquent ou qui revendiquent un certain droit par le gouvernement, c'est une guerre d'agression. Aucun organisme international ou la communauté internationale n'a pas encore démenti, après le discours du président de la République, que ce n'est pas une guerre d'agression. C'est une guerre d'agression. Et devant une guerre d'agression, comment pouvez-vous laisser un pays agressé sous embargo? Une injustice. Non, c'est fait à dessein. À dessein. Un pays agressé que vous permettez de mettre sous embargo sans pour autant dénoncer de quoi est-il fautif de se maintenir à cette position. Le Congo avait-il agressé un pays en Afrique centrale? Oui, c'est le Congo qui est agressé. Pourquoi le Congo se met en embargo sans délai?
définitif, de lever des mesures. Donc c'est tout ça, cet assemblage de réflexions nous pousse simplement à dire que pour l'instant, le moyen propre que détient le Congolais s'avère indispensable pour résoudre le problème. Un, le moyen d'ordre naturel et traditionnel demeure un moyen à ne pas négliger. Pour autant que je vous dis, ça fait 6 siècles que le Tutsi cherche à envahir l'espace du pays, mais ils n'en reviennent pas. Puisque c'est un coin où il y a des royaumes, il y a des Mwami, il y a des rois qui existent, qui ont une communication avec la nature et que ces terres-là ne partiront pas. Donc, deuxièmement, la considération et la valeur qu'on doit donner à l'armée congolaise s'avère indispensable. Ce n'est pas simplement parler de l'augmentation de leur salaire. Est-ce qu'ont-ils une valeur? Nous avons vu dans les 3 ans que Mosé a géré le Congo, le militaire redevenir dans une valeur quelconque sur le plan social. Sa femme et ses enfants ont revêtu une... Dans l'amélioration du social de nos soldats, donc, on va faire en sorte qu'il y ait la motivation. L'amélioration du social, la moralisation de leur mission. Parce qu'on risque de perdre cela. Ce n'est pas en changeant... moralité d'attaquer et d'avancer, sinon on est en train de faire des vidéos, nous sommes en train de verser le sang ici pour le pays, nous n'avons ni à manger ni à boire, il n'y a pas de munitions. Voilà. Vous allez trouver ça normal. Merci Maître Armand. De gérer les renseignements et la sécurité. On ne fait pas la guerre sans qu'il y ait un service adéquat de renseignement. Au moment où on vous dit que non, l'M23 est déjà à Kiwanja, à Rutshuru, je vous le dis mon frère ami, il y a une semaine avant qu'ils ne prennent Rutshuru, les infiltrés sont déjà à Goma. Les infiltrés de renseignement de cette agression sont déjà à Goma. C'est comme ça qu'ils opèrent. Mais le nôtre, quand est-ce que nous allons nous mettre capables d'avoir un service de renseignement capable d'infiltrer la rébellion, d'infiltrer les agresseurs pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent. Merci. Alors, le temps à discuter. Donc il faut utiliser les mêmes armes que le Rwanda utilise pour la RDC. Donc il faut aussi les infiltrer. Il ne faut jamais fuir l'infiltration. Merci. Il faut infiltrer. Alors, Monsieur Manix Iyenda, c'est vrai, nous avons notre ANR. Espérons que bon. Tout n'est pas à dire, hein, surtout ce qui concerne la sécurité. Alors, M. Manix Iyenda, parce que nous voulons la solution, la question principale est là, la situation sécuritaire à l'Est, quoi faire pour une solution durable? On est en train de réfléchir à haute voix pour essayer un peu d'avoir la solution par rapport à ces problèmes. Parce que la RDC est faible sur le plan de l'armement, parce qu'on n'est pas suffisamment équipé, on n'est pas en mesure d'acheter les armes, mais nous avons quand même une autre arme plus puissante, c'est en termes de la population, en termes de la masse. Vous avez suivi quand même, c'était hier ou avant-hier, les gens marchaient pour aller même au Rwanda, pour aller réclamer, essayer un peu. Est-ce que pensez-vous qu'il y a un autre moyen de faire cette guerre hormis les soldats? Ben, mon frère Delphin, vous savez, dans les relations entre les États, c'est une question des intérêts. Et dans le cadre de relations bilatérales entre 2 États, enfin entre la RDC et le Rwanda, il n'y a que 2 réalités qui entrent dans la ligne de compte, surtout que nous sommes dans un contexte de guerre. Soit on négocie au nom de la paix, soit on fait la guerre pour que chacun essaye de sauvegarder l'intégrité territoriale de son pays. Reste dans ses limites. Ce sont des conséquences logiques. Si on ne négocie pas, on fait la guerre. Et même pour faire la guerre, il faut respecter un certain nombre de conditionnalités. Par exemple? Déjà même, la RDC comme membre de l'ONU. Au niveau de l'ONU, il y a des principes. Notamment le principe de la licéité de la légitime défense reconnu à chaque État qui fait l'objet d'une agression militaire. Là, on a vu le peuple en train de marcher avec les bâtons. C'est aussi une manière de... À ces principes-là s'ajoute le principe de proportionnalité. C'est-à-dire, si vous avez été agressé par les armes, vous devez répondre par les armes. Deuxièmement, ça c'est au niveau de la sphère nationale. Pour aller en guerre, il faudrait commencer par respecter les dispositifs constitutionnels congolais. L'article 84 donne au président de la République le pouvoir de décréter la guerre. C'est-à-dire, si vraiment la RDC s'inscrit dans cette logique de guerre, je crois que la RDC doit être conséquente
et sérieuse quant à ce. Du fait qu'on a d'abord chassé l'ambassadeur du Rwanda, ça fait partie de sanctions politiques, même si cela est intervenu en retard, et surtout à la situation actuelle, cela ne résout pas le gros du problème. Mais posons-nous un tout petit peu la question. Quel serait l'intérêt du Rwanda d'installer la menace sur le territoire congolais? La réponse directe, c'est effectivement pour exploiter les ressources naturelles de la RDC afin de tirer des dividendes et maintenir son économie nationale. Mais la réponse ou la question corollaire serait aussi celle de savoir qu'est-ce que la RDC fait pour protéger ses richesses, pour garantir effectivement la protection de son intégrité territoriale, protéger les frontières. Très bonne question. C'est en cela que je donne raison à mon frère quand il parle de méthodes de prévention que de méthodes curatives. J'ai l'impression que nous sommes dans une logique des recettes, des solutions de conséquences et non des solutions préventives. Oui, aujourd'hui, ils sont... Nous avons un gouvernement événementiel. Enfin, un gouvernement événementiel. Non, j'épouse, je sais le site. C'est péjoratif. Okay. J'ai entendu mes frères parler de l'embargo. C'est vrai, de manière générale, on peut parler de l'embargo. Mais en réalité, la RDC n'est pas sous l'embargo. Parce que la résolution 2641 du Conseil de sécurité des Nations Unies demeure. Jusqu'à présent, c'est d'ailleurs la dernière résolution quant à ça. Et dans cette résolution, on parle plutôt du régime des notifications préalables d'achat d'armes. On a permis à la RDC d'acheter les armes lourdes et non les armes légères. Mais pourquoi la RDC n'arrive pas à obtenir une résolution au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies pour supprimer ces régimes? C'est parce que nous n'avons pas une diplomatie forte. Comment ça? Parce que, non mais... On parle d'une diplomatie agissante, la preuve en est... Non mais je vous ai dit... Le ministre de la Défense en Russie pour aller négocier aussi. Non mais le gouvernement, le porte-parole du gouvernement a nié cela. Parce que si on veut parler de la diplomatie, dans ce contexte de conflit armé avec le M23 ou encore le Rwanda si vous voulez, il faut qu'on voie le résultat. Moi mon problème c'est sur le plan de résultat. Et même lorsqu'on parle de la diplomatie, ici il est question de la diplomatie des défenses. Et la diplomatie des défenses implique effectivement la question de sécurité et défense. Il faudrait intervenir les opérateurs militaires dans ce domaine-là. Il faut faire appel aux experts des défenses, ceux qui savent quelque chose par rapport aux questions des renseignements, par exemple. Et je pense sur cette question, le président de la République devra ouvrir un certain nombre de brèches de collaboration, même avec certains anciens moboutistes qui sont ici. Même Joseph Kabila, l'ancien président, pas forcément. C'est envisageable. Non mais s'il vous plaît, pas forcément. Il ne faut pas politiser cette question de l'armée. Non, c'est une bibliothèque, c'est quelqu'un qui a géré. Il faut il ne faudrait pas prendre Joseph Kabila comme la clé de la solution de problèmes. Joseph Kabila n'est pas un expert des questions de sécurité et défense. C'était un ancien soldat. Non mais Joseph Kabila, être un ancien soldat n'est pas un expert des questions de sécurité et défense. Joseph Kabila, dans ce cadre, peut apporter quelque chose dans le sens de renforcement de l'unité nationale. C'est pour apaiser aussi la psychologie collective, parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais a besoin de voir la classe politique réunir autour de cette question de la sécurité. C'est en cela que Joseph Kabila serait important. C'est en cela que Martin Fayulu serait important. C'est en cela que le professeur Augustin Matata Mponyo serait important. Parce qu'il faudrait renforcer notre fibre de solidarité et fraternité nationale. C'est en cela que je dirais, parce que j'ai entendu sur la toile, qu'il paraît que Joseph Kabila, Félix Tshisekedi avait contacté Joseph Kabila et que ces derniers auraient refusé son appel. Mais moi je dis, mais non, attention. Si Joseph Kabila refuse l'appel de Félix Tshisekedi en ce moment, c'est-à-dire il refuse la demande de toute une nation. Parce que c'est lui qui appelle. Ce n'est pas Félix Tshisekedi, c'est le président de la République. Il s'agit de l'appel de toute une nation. Et pour ça, tous les ténors de la classe politique sont tenus de renforcer cette fibre de l'unité et solidarité nationale. C'est important. Mais attention, mon cher. Nous parlons de l'infiltration au sein de l'armée congolaise et les présidents en a parlé. Après avoir reconnu une armée structurée et organisée
hérité entre les mains de Joseph Kabila. Mais moi, je me pose toujours une question. Pourquoi le président de la République, lorsqu'il a pris le pouvoir, il n'a pas songé à faire un diagnostic, un état général, un état de lieu pour se rendre compte sur la situation de chaque secteur de la vie nationale? Il ne suffit pas de dire que notre armée est infiltrée et que cela s'arrête à ces niveaux-là. Quels sont les mécanismes de toilettage que vous avez utilisés au sein de l'armée pour extirper tous ces infiltrés? Or, l'histoire, notre histoire politique avec le Rwanda nous enseigne que nous avons connu aujourd'hui 3 grandes dates qui peuvent justifier effectivement cette infiltration. Je commencerai par la date de 1931, où il y a eu la gronde sociale qui avait frappé le peuple rwandais. Et les colons belges, à l'époque, ils avaient organisé un corridor humanitaire pour le flux migratoire de Rwandais sur le sol congolais pour des raisons d'hospitalité et des raisons d'humanité. Mais attention, le but pour le colon belge, c'était d'avoir une main-d'œuvre locale assurée pour injecter ce sujet rwandais dans le secteur de l'industrie et de la route. Entre-temps, ces Rwandais-là se sont installés sur le territoire congolais. La deuxième date, c'est la date de 1994, le génocide rwandais, la guerre entre le Tutsi. On a encore organisé un autre corridor humanitaire pour le flux migratoire de Rwandais sur le territoire congolais. Ils se sont installés et ils sont restés là. La troisième date, c'est la date de 1997 avec l'avènement de l'AFDEL. M. Laurent Désiré Kabila n'était pas venu seul. Il est venu avec un bloc des militaires rwandais. Les James Kabaré. Ils se sont installés sur le territoire congolais. Certains se sont mariés, ils ont eu même des enfants sur le sol congolais. D'autres se sont inscrits dans les différentes universités de la place. Ils sont dans le service public de l'État. Ils sont dans les institutions politiques. Dans les parlements, peut-être. Et même dans l'armée de notre pays. D'où la question. Lorsque vous prenez le pouvoir, comment est-ce que vous n'avez pas pu faire un état des lieux de cette situation pour extirper les éléments infiltrés? 4 ans de gestion après, vous constatez que votre armée a été infiltrée. Quel degré de légèreté! C'est en cela que le président de la République devrait être responsable. En tant que commandant suprême, il doit tirer les conséquences. S'il vous plaît, permettez-moi 5 secondes, sur 5 secondes. Un élément. Parce que j'ai entendu mon frère Diane parler de cette question de la communication. Mais attention, parmi les principes directeurs d'un État, au-delà du principe de la continuité de l'État, au-delà du principe de la redevabilité, rendre le compte à la population congolaise sur la gestion quotidienne de la chose publique de l'État, mais il y a aussi un autre principe, le principe de l'adaptabilité. C'est-à-dire, dans un contexte de crise, il faut adapter la communication d'un pays par rapport à la situation actuelle. Dans la communication des guerres. Non mais bien sûr que oui. Une communication agressive à une bien communication... sûr que oui. Il faudrait que le président de la République fasse aussi appel aux hommes et femmes de médias pour déterminer les éléments de langage. Mbosso l'a fait déjà. Mbosso l'a fait, le président du Parlement. Il a démontré également la responsabilité de la presse. Hein, non mais il ne suffit pas de ici de manière générique, mon frère. Parce qu'il y a un penseur qui dit un État qui n'a pas de médias forts, c'est un État prénable, c'est un État manipulable. Nous devons avoir des médias forts. Et tout cela dépend des politiques de communication diligentées par le pouvoir en place. Et aujourd'hui, les présidents de la République ont tout intérêt. Vous avez entendu le rapport de GED tout à l'heure sur la situation globale des journalistes congolais. Il y a assez des arrestations. Il y a même des tueries des journalistes congolais. Merci, je vais revenir vers vous. Merci, je vais revenir vers vous. Vous risquez de prendre toutes les minutes. S'il vous plaît. Les journalistes inquiétés. S'il vous plaît, monsieur Manix. Comment est-ce qu'on peut vaincre la guerre aussi longtemps que nous avons un problème avec notre propre média? Merci, monsieur Manix. Mais ce qui est vrai, la démocratie également en RDC et les détails, parce qu'il y a quand même les journalistes qui s'expriment aussi, même malgré il y a aussi des bavures, mais quand même la démocratie est là. Alors, et la liberté d'expression. Monsieur Diane, avant que je puisse ouvrir la deuxième question sur les élections. Alors, la RDC doit rester toujours en train de se plaindre au lieu de trouver des solutions. Quelle serait la bonne solution pour qu'il y ait la PS? Il faut compter sur l'armée régionale, il faut compter sur nous-mêmes ou il faut compter sur la diplomatie? Il est vrai que ma parole n'a pas force d'évangile, mais j'ai un point de vue à émettre sur cette question. Mais permets-moi de revenir pour enchérir l'idée de fond quand je parlais de question de la communication. Vous parlez de la déclaration de Mbosso, mais je vous donnais un exemple plus probant. En 1914, la France, la Chambre des représentants, a établi une loi pour censurer les informations pendant la guerre.
Je ne sais pas vous le rappeler ici avec tout ce que... parce que de l'autre côté, le camp nazi avait utilisé la propagande. Et les gens ne le savent pas, c'est justement dans ces contextes-là qu'est née la radio. Parce que la guerre sans la communication, c'est compliqué. C'est une bataille perdue. Aujourd'hui, si on a pris beaucoup de retard, si on a pris beaucoup de temps d'évaluer, c'est-à-dire la capacité militaire du M23, c'est parce qu'on devrait aller avec beaucoup de personnes, parce qu'il y a eu une communication qui a précédé. Ce qu'on nous a fait croire que c'est un groupe armé, mieux outillé, avec un arsenal impressionnant, sophistiqué, parrainé même dans ces éléments de langage par les Nations Unies. Je vous ai dit ici que c'est une approche communicationnelle. Ils exploitent le sentiment de peur pour nous dissuader de ne pas prendre la dynamique. Parce qu'en ces moments-là, si on avait décidé d'ouvrir le feu, c'était un groupe vulnérable. Pendant qu'ils nous ont endormis par cette approche communicationnelle, ils ont eu le temps d'armer, d'organiser. C'est pour ça qu'ils ont eu besoin de s'établir une base formelle, Bunagana, au-delà des autres considérations. Quand ils ont une base formelle, pendant ces temps-là, ils se constituent. Ils se sont ressourcés. Ils se sont donné une destination où même les grandes puissances qui soutiennent savaient où aller déverser leurs armes. C'est pendant cette période qu'ils ont préparé, c'est pendant cette période qu'ils ont donné de la force au M23. C'est justement fort de cette capacitation-là que le M23, pendant que l'assaut qui a été lancé ici, cet assaut a été lancé pour des raisons stratégiques. Après avoir arrêté 3 éléments qui étaient justement en inspection pour voir comment élargir la zone d'occupation jusqu'à Goma. Pour stopper les velléités justement de cet élargissement d'occupation, il fallait vite déstabiliser le M23 dans ses bases. Et c'est dans ces dynamiques que vous avez vu, l'armée était obligée de faire diligence, de s'adapter justement dans ces contextes-là. Ils ont utilisé la communication pour asseoir une politique qui a permis justement de donner force à la parole dite autrefois. Donc en gros ici, il n'y a que nous qui pensons aujourd'hui que quand on va justement dans cette question-là, on dit bon écoutez, Mbosso va faire une déclaration. Est-ce que c'est quelqu'un d'abord que les gens vont écouter? Ça c'est une autre question. Il est quand même le président du Parlement, la deuxième institution. Je vous rappelle ici, nous sommes dans un État, autant que la Constitution dans ses dispositions, j'ai perdu mémoire, autorise en cas des difficultés d'extrême urgence de rendre obligatoire le service militaire. Autant l'État, quand il se sent menacé, on a l'obligation de prendre des mesures. Je vous ai entendu parler subtilement de question de démocratie. La France est un État démocratique depuis combien d'années? Quelles sont les limites justement entre cette liberté d'expression et ces devoirs citoyens de sauvegarde de l'intégrité territoriale? Je vous donne un exemple. Quand vous êtes dans un État sérieux, ou, je veux reprendre presque le propos de mon ami Christian, vous prenez les informations du M23 ou du Rwanda, un communiqué du Rwanda, vous utilisez dans l'affirmatif, et que par la suite, vous avez, par souci de contrepoids, le communiqué du gouvernement officiel, vous utilisez les conditionnels. Quel est le type de citoyen qu'on a? Est-ce que ça, c'est encore du journalisme? C'est un problème. Alors, dans cet état, vous voulez me dire que l'État qui a le monopole de la violence ne peut pas lui aussi user de son monopole de violence sur le plan de la législation? Je ne pense pas. Arrêtons parfois de caricaturer. Mais avec les réseaux sociaux aujourd'hui, est-ce qu'on peut censurer? Est-ce qu'on peut censurer tout le monde? C'est dans les luttes de communiquer à sa manière et puis ça part. Je veux chuter. Cher Delphin. Je me rappelle, nous, à notre époque, avant que les iPhones et les autres n'arrivent, on avait déjà des téléphones avec le système GPS où je pouvais accéder à Internet. Mais peu importe où je suis, avant d'accéder, il y a des contenus. Pourquoi je n'avais pas accès? Les simples entreprises de téléphonie mobile vous disaient, vu votre âge, tel contenu, vous n'avez pas droit. Il y a toujours une possibilité. Aujourd'hui, il suffit de mettre un X. Même quand tu as 4 ans, 5 ans, 10 ans. Moi, j'en parle parce que je suis révolté. J'ai retrouvé un jeune homme qui est chez moi de 12 ans, constamment dans la chambre pendant une semaine, pensant qu'il est en train de travailler. Je l'ai trouvé sur des films pornographiques à souhait. Le libertinage au nom de la démocratie, c'est ce qui tue le Congo. Donc, il faut penser à Mende, il faut penser à Mende au moment où il coupe l'Internet. À ce stade ici, l'État doit prendre sa responsabilité en main. Autant que
Ici, il faut faire un choix. Et je crois que ce choix-là a déjà été fait. Je ne sais pas pourquoi on est en train de tarder, parce que je suivis la déclaration du chef de lors du dernier conseil de ministres. Il est dans la posture de guerre. Maintenant, il faut formaliser le chose et prendre les mesures qui vont avec. Le Congo a besoin. On est déjà un État qui souffre d'un problème de conscience collective. À ces niveaux ici, il faut que l'État ne soit pas démissionnaire, surtout sur cette question-là. Monsieur le représentant de la population, vous qui êtes député. De la rue. Et surtout, bon, de la rue, il est là, vous êtes au Parlement. À ces stades ici, on a autant de journalistes qu'on a envoyés là-bas. Trouvez-nous rapidement une solution pour filtrer, pour pouvoir gérer la communication. À défaut de ne pas avoir des médias forts, faisons un effort, nous, de filtrer, de ne pas tuer justement la fibre qu'il y a en interne, remplir des informations, gonflant le prouesse du M23, réduisant les efforts considérables du FARDC. Merci. Et ça, c'est de votre responsabilité. Merci. Alors, moi, je demande seulement d'être patriote. Quand vous aimez la patrie, vous savez ce qui est bon pour votre patrie. Une réaction directe avant que Maître puisse ouvrir la question des élections. 30 secondes. Je voudrais très rapidement réagir à ce point évoqué par mon frère Diane sur le volet de la communication. Je comprends, il est de droit de rappeler l'État congolais à sa mission gendarme qui consiste effectivement à protéger la population et les lignes de frontières de notre pays, protéger la République. Mais attention, aujourd'hui, il est tout à fait normal que les informations qui viennent du M23 soient traitées à l'affirmatif et que celles du gouvernement congolais soient traitées dans le conditionnel. Pourquoi? C'est parce que dans le gouvernement congolais, on sent une sorte d'exogénéité des informations. Il y a une confusion. Confusion entre les messages relayés par les responsables des institutions de la République. Nous avions vu à une certaine période une confusion entre le porte-parole de l'armée congolaise avec le porte-parole du gouvernement. Nous avons encore entendu de confusion entre le président de la République et l'armée. Et devant une telle situation, comment la population congolaise peut croire les institutions de la République? Alors qu'au niveau des réseaux sociaux, par exemple, vous savez que les réseaux sociaux, en réalité, subissent le retour des informations relayées par les institutions de la République. Le problème, c'est de redéfinir le politique communicationnel national. C'est comme ça que j'ai parlé de la définition des éléments de langage, créer une homogénéité de communication nationale dans ce contexte de guerre. Est-ce que nous pouvons lever l'option de considérer le groupe M23 comme un groupe armé? Ou encore un groupe monsieur Manix. Ou carrément une armée rwandaise. Merci, monsieur Manix. Vous imaginez le porte-parole du gouvernement qui nous dit l'armée et le groupe là qui est à Bunagana, ce n'est pas le M23. Il nous a dit que le M23 n'existe pas. Merci. Merci, monsieur Manix. Merci, monsieur Manix. C'est parce que vous parlez. Nous devons croire à qui? S'il vous plaît, parce qu'on est en train de parler également de la responsabilité des journalistes. Et j'aimerais quand même placer un mot par rapport à un journaliste, un ancien votre journaliste. Votre mot a valeur de conclusion du sujet. Un ancien journaliste ici de la RDC, il est maintenant ailleurs. Pérou Louara, à moins que je me trompe. Il faut faire très attention sur ses dires. C'est un journaliste, oui, mais sa manière de réfléchir est en train de plomber les pays. Il semblerait qu'il est en intelligence. Il semblerait qu'il est en intelligence avec le M23 et le Rwandais. Je demande aux gens de faire très attention à ces arguments. Je vais revenir vers vous. Je suis orthodoxe en 10 secondes. 5 secondes. La vérité, c'est que Manix Yann part sur un élément vrai, oui. Il y a eu quelquefois des précipitations dans l'approche communicationnelle. Sur les questions institutionnelles. Parce que quand on parle de l'approche communicationnelle, il y a des éléments que les gens ignorent encore. J'ai dit souvent aux gens, être journaliste ne fait pas de vous la communication est une dimension stratégique et ceux qui l'apprennent le savent. À ces stades ici, la communication doit être intégrale. Il faut quitter la dimension de la simple information. On est dans un contexte de guerre. La communication institutionnelle a 3 volets. Il y a l'information, il y a l'animation et il y a la mobilisation. La mobilisation est justement cet élément qui permet de pouvoir faire en sorte que chacun se reconnaissent dans l'approche choisie par l'institution. Et l'animation, c'est justement cette communication destinée aux autres. Ça veut dire qu'on anime, on vend le potentiel, un peu ce que le M23 nous ont fait via les Nations Unies. Ils ont fait justement de l'animation, ils ont vendu un leurre.
Ils ont fait des effets placebo. Parce qu'eux, ils passent leur message par un seul canal. Donc, à ce niveau ici, et ils utilisent plusieurs approches. Ils sont dans la masse média, mais ils sont aussi dans l'approche institutionnelle. Ils utilisent les organismes pour pouvoir passer de communication. Donc, à ce stade ici, la politique, j'en suis d'accord. Mais ne reposons pas ici, je crois qu'à mon humble avis, ce que je veux dire, c'est qu'il y a de failles dans les approches choisies, même par le journaliste. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le métier est devenu un panier à crabes où on rencontre beaucoup plus de moutons noirs que des... Est-ce que c'est que Pierrot Laura a fait? Il est dans le professionnalisme ou soit il est évite-moi. C'est une question directe. Évite-moi, je ne suis pas un super journaliste pour donner des leçons à Pierrot Laura. Parce que moi, quand il dit quelque chose qui n'est pas vrai, je le contredis par un élément de fait. Évitons de faire justement la post-vérité, ce qu'on veut faire. Donc, en gros, ici, la première des choses, la censure doit commencer sur le plan législatif. À ces stades ici, pour le contexte de crise dans la communication des guerres, la France l'a fait, papa. Les autres, les grands États le font. À ces stades ici, il faut filtrer. Et après avoir filtré, après avoir mis en place ces dispositifs de censure, faut ici, ça va de pair. Comment vous voulez avoir une politique communicationnelle dans un contexte si on ne sait pas encore définir la téléologie, les objectifs dans la politique, dans les politiques extérieures, dans ces contextes, dans la diplomatie de guerre. Merci. Ce sont des éléments complémentaires. Il faut que le premier soit mis en place pour qu'il y ait par la suite la constitution. Merci monsieur Gary. Diana, hier, j'ai également parlé avec le président des journalistes de Kinshasa, monsieur Jean-Marie Kassamba. Je pense aussi que le ministre de la Communication, monsieur Patrick Mouyaya, donc vous avez intérêt à bouger les lignes pour que les choses s'améliorent. C'est votre secteur. Alors, parce que on a parlé de la guerre, on a parlé de la situation. Je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Calmez-vous. Je vous donne la parole parce qu'on a parlé de la guerre, parce que nous voulons que les choses changent. J'ai suivi le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais qui dit, il a répliqué pour dire que le gouvernement congolais acquise le Rwanda pour rien. Il y a juste un fou fouillon. Le gouvernement congolais n'est pas en mesure d'organiser les élections en 2023. Le gouvernement congolais veut un glissement. Voilà pourquoi ils sont en train de jeter la responsabilité sur le Rwanda. Est-ce, pensez-vous, que c'est ça la vraie raison? Le gouvernement congolais n'est pas en mesure d'organiser les élections. Il faut un glissement. Bon, je voudrais, avant de répondre au fondamental, je voudrais revenir un peu, payer les arriérés par rapport à la communication politique et plus surtout pendant cette période de guerre. Je voudrais uniquement amener un raisonnement à ce niveau, puisque vous allez trouver le pays comme la Chine, où certains réseaux sociaux ne fonctionnent pas au sein de la Chine. Quand vous êtes à l'intérieur de la Chine, vous n'avez pas accès à certains réseaux sociaux. Vous avez... Oui. Entre autres, Facebook. Et ils ont leurs réseaux sociaux. Oui. Et c'est pour des raisons justement. Oui, c'est pour des raisons de protéger, de secret et de contrôler. Vous comprenez? C'est centre beaucoup plus dans la communication sécuritaire du pays. Vous comprenez? Et comment la Chine, qui a un pays en émergence d'une puissance très évoluée dans le monde, arrive à protéger ce souci-là de sécurité de son État sans pour autant imaginer à un voisin qui le mettrait en insécurité. Et un pays comme le nôtre, où nous avons 86%... Dans la Chine préventive. 86% d'illettrés, où on se bat encore pour mettre la gratuité de l'enseignement et permettre les gens à savoir lire et écrire. Nous disposons tout au vu et en facilité de tout le monde. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est en train de faire la guerre. Vous sentez, on filme, et on met dans les réseaux sociaux. Alors, quand nous voyons et nous entendons l'étonnement des armées, tout ce qui se passe, automatiquement, il y a une communication, comme l'a dit mon frère. Il y a une communication avec ces images-là. Ça crée la psychose. Tous ces psychoses, nous sommes traumatisés, on est gênés, on est désespérés. Puisque ce que nous entendons obtenir, c'est de voir que le Congo est fort. C'est ce que nous voulons que ce soit dans notre esprit, que nous sommes forts plus que ceux qui nous agressent. Mais on vous dit, voilà comment ils sont en train d'entrer dans la ville. Voilà comment ils sont en train de récupérer. Ils sont là assis, ils commencent à fêter. On vous filme tout ça. Non, humainement parlant et logiquement parlant, l'État se gère dans une certaine discipline. Ce n'est pas le porte-parole du gouvernement qui donne le ligne de conduite. Il y a une communication à partir du Parlement qui doit légiférer
sur un certain nombre de principes, sur un certain nombre de données. C'est pas en disant que peut-être nous devons remercier Mende qui bloquait l'Internet. Non. Le problème, c'est qu'il faut. Mais c'était quand même un ministre fort à ce moment. S'il vous plaît, la force ne réside pas. À ce moment, ici, on sentait Mende quand même. Prendre le devant. La force ne réside pas en privant aux gens l'Internet. Mais il faut légiférer pour que le corps communicationnel se sente soumis à une certaine règle. Puisque aujourd'hui, quand vous voulez diffuser, vous savez que non, si je sors cette image-là, il y a un serveur qui va me capter, donc automatiquement, je serai poursuivi nulle part où je veux fouiller. Et aujourd'hui, même dans le média ici, vous filmez à Kinshasa ici, je ne sais pas, vous êtes journaliste, hein? Quelqu'un qui vole une poule, non, la caméra est là pour le filmer, on le fait passer dans le média sans qu'un jugement définitif ne soit à son encontre pour décider sur sa condamnation. On ne respecte pas la présomption. Mais déjà, à partir de là, il y a un problème. Tout ça, c'est un ensemble de communication. Alors, pour vous dire qu'il faut réglementer le système pour que nous puissions réussir. Alors, le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais qui dit que la RDC n'est pas prête pour... leçon à donner à l'RDC pour les élections. Mais il dit que vous n'êtes pas prête pour les élections. Ce n'est même pas un sujet qui devrait faire objet de débat chez nous. Parce qu'il est porte-parole du gouvernement rwandais, il n'est pas notre porte-parole. C'est comme la même, il ne peut pas faire un débat aujourd'hui au Rwanda de propos de Patrick Mouyaya. Puisqu'il n'est pas porte-parole du Rwanda. Ça, c'est ce que lui imagine. Mais c'est ça que l'opposition dit aussi, que le gouvernement n'est pas prêt pour les élections. Comme ceux qui pensent que les élections vont alléger peut-être quelque chose de plus grand dans la vie des Congolais. Les élections, nous en avons déjà connu combien de fois? On a déjà eu des élections au Congo. Qu'est-ce que ces élections? Troisième expérience. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y aurait élection? Il y a des signaux qui prouvent qu'il y aurait élection. Nous avons besoin qu'il y ait élection. Et le président Félix ne quittera de là quand il y aura élection. En 2023. Vous comprenez? Donc il quittera après avoir qu'on ait élection au Congo. Article 60. Ça reste en fonction juste voilà. Donc ça c'est clair. Moi je respecte la loi et la loi fondamentale. Que ce soit en 2023, que ce soit en 2024, que ce soit en 2025, que ce soit en 2026. Mais je sais, je suis très convaincu qu'il partira là puisqu'il y aura élection. Donc vous êtes favorable au glissement, c'est pas un problème. Par rapport à la situation technique, non, je ne suis pas favorable à tout, mais je suis favorable aux élections. Mais quand vous dites même en 2024... Pourquoi je défends cela? La situation technique de l'organisation des élections pose un problème. Monsieur Kadima et son équipe ne peuvent pas nous dire aujourd'hui qu'ils sont capables d'amener le peuple aux élections dans 348 jours. Parce qu'il n'y a que 348 jours qui nous séparent des élections. Il faut bien le compter. Aujourd'hui, nous avons un pays enclavé. On vous parlait hier, j'ai vu une réunion, la formation des formateurs. On nomme les formations de formateurs. On est formés pour arriver dans quel coin du pays à cette période, durant 6 mois au moins, pour que nous puissions répartir les kits partout en RDC. Donc c'est une mission impossible. 6 mois, il nous restera 4 mois. L'enrôlement pendant combien de temps pour le fichier électoral? Non, soyons sérieux. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il y a encore des conteneurs qui sont en route, qui viennent avec des kits pour les... J'ai vu ça en Chine, si ça. C'est où là? Techniquement, il y a une possibilité que l'on parle réellement des élections. Il faut vacciner. Le peuple a besoin d'un message préalable, un message préparatif, un message qui peut nous amener à la paix, un message qui peut nous amener à certaines décisions, pour que le gouvernement s'assume devant cet échec-là. Un point très... Merci. Donc il faut un dialogue pour aplanir les choses. Non, il y a qu'en 2023 qu'il n'y ait pas de tension. Parler de dialogue. Parce qu'aujourd'hui, vous allez dialoguer avec qui? Les mêmes personnes qui ont formé l'Union sacrée aujourd'hui s'attendent à ce dialogue-là pour se retrouver. Nous avons vu des déclarations commencer. Merci. Le problème, c'est que le président de la République doit tenir compte d'une classe politique neutre, intelligente, qui incarne encore un certain génie de réflexion. Merci. Et non des personnes infectées. Puisque je ne peux pas... Il y a les personnes infectées. Merci. À ceux-là qui ont travaillé avec Kabila, où Kabila avait manqué 15 personnes, et si aujourd'hui on nous appelait à un échange franc pour le permettre que les élections soient organisées de façon honnête et sérieuse, qu'on appelle les mêmes personnes pour nous mettre dans les mêmes situations. Merci. Donc Matata parmi les 15 personnes que Kabila avait manqué, lui il était quand même les meilleurs, donc il peut faire part. Alors Monsieur Manix Yenda, c'est également votre mot de la fin sur les élections. Vous pensez que le glissement peut arriver, les dialogues, vous êtes favorable pour ces dialogues moi je pense que la question sécuritaire, on doit le dire franchement, peut affecter quand même le processus électoral dans notre pays. Mais le problème ici, c'est un problème d'assumer la responsabilité.
Il ne faudrait pas surprendre la population congolaise le jour de la veille des élections pour leur dire on ne va pas organiser les élections. Parce que du point de vue psychologique, le peuple congolais ne pourra pas comprendre une telle réalité. C'est le moment de dire à la population congolaise clairement, oui, on va organiser les élections. Et si on ne va pas organiser les élections, vous n'avez qu'à dire à la population congolaise qu'on ne va pas organiser les élections compte tenu de la situation sécuritaire. Mais Kadima et son équipe rassurent qu'il y aurait élection. Mais pourquoi vous doutez? C'est cela le problème. Pourquoi vous doutez? Vous savez, aujourd'hui... Vous avez peur des élections, vous, l'opposition? Non, mais pas du tout. Comment on peut avoir peur des élections face à un pouvoir qui a échoué de manière lamentable? Ok. Je vous ai toujours dit, même moi, en tant que député de la rue, si je me pointe comme candidat président de la République, je vais battre M. Tshisekedi. En quoi? Il a fait autant de choses, autant de réalisations. Il ne faudrait même pas la confiance de la population. On risque de perdre tout notre temps sur des choses que nous connaissons déjà en avance. Félix Tshisekedi, même si nous allons aux élections, il ne va pas gagner les élections. Mais ce qui est beaucoup plus important pour l'instant, c'est de consolider les patrimoines étatiques de notre pays et de maintenir les valeurs institutionnelles. Moi, je dis aujourd'hui, s'il faudrait aller aux élections, en tout cas, il faut que le gouvernement soit au moins conséquent. Et si on ne va pas aller aux élections, vous n'avez qu'à dire à la... Et d'ailleurs... C'est également votre mot de la fin, mais en 2018, si on a organisé les élections en 2018, c'était sur base d'un modèle de démocratie consensuelle. Parce qu'en réalité, les élections étaient prévues le 19 septembre 2016. Mais ces cadres-là a bénéficié de la légitimité du peuple. Pourquoi? Parce qu'il y avait une classe politique représentée et à côté la société civile. Merci, M. Manix. C'était votre mot de la fin. Et donc aujourd'hui, on peut trouver une formule pour voir comment est-ce qu'on peut organiser les élections dans un temps. Merci. Merci. Donc vous êtes favorable au dialogue. Monsieur Gary Diana, votre mot de la fin. Les dialogues, une voie inévitable. Je ne sais pas, parce que jusque-là, vous savez, dans les contraintes telles que présentées par Denis Kadima, on peut le regrouper dans deux ensembles. Il y a les contraintes d'ordre légo-technique et il y a les contraintes d'ordre politique. Dans les contraintes d'ordre légo-technique, à ce stade ici, je crois qu'il y a possibilité de faire de notre possible, permettez-moi la redondance, d'avoir les élections. Je crois que c'est possible. Mais la difficulté, c'est dans les contraintes politiques, parmi lesquelles il y a les difficultés en termes d'assignation, en termes d'orientation budgétaire. Je le répète, en termes d'orientation. Parce que la CENI, telle qu'on nous la présente maintenant, n'a pas la même mise sur la gestion de ses ressources. Par exemple, en termes d'acquisition de matériel, en termes d'organisation, le côté opérationnalisation, il y a des gens qui ont des mains derrière, des gens qui veulent avoir des commissions, des gens qui veulent avoir les appels d'offres, les gens qui veulent s'occuper de certaines histoires pour se faire un peu d'argent. C'est à ces niveaux-là que ça bloque. 30 secondes. Mais dans les contraintes d'ordre légo-technique, je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'on a des difficultés. Pourquoi? Parce que, regardez bien, on a des acquis aujourd'hui sur le matériel servi pour les élections de 2018. Aujourd'hui, s'il faut réviser, c'est à peine une trentaine de %. On a des acquis qui peuvent nous permettre d'aller aux élections. Et surtout à moindre coût d'ailleurs. Et surtout, si aujourd'hui on fait diligence pour pouvoir mettre en place la nouvelle loi électorale, cette loi électorale, c'est vrai que beaucoup de gens réfléchissent en termes de l'absence des initiateurs à la base. Mais quand vous regardez les propositions faites par le G13, on a révisé à l'auteur de combien? À peine de 20%. Vous ne pouvez pas faire une proposition et penser qu'on va couler cela en loi comme ça, in extenso. Il faut accepter que le Parlement est un pouvoir collectif et que finalement les autres doivent aussi apporter. Merci. Donc, je crois qu'ici, tout dépend. La responsabilité revient cette fois aux politiques de pouvoir permettre à cette CENI-là de respecter. Moi, j'attends. J'aurai des éléments et des éléments très calibrés. J'attends la publication du calendrier électoral. C'est en fonction de ça qu'on sait déterminer le délai et voir si on peut tenir ou pas. Merci. Monsieur Caleb, donnez-moi juste 30 secondes. Comme ça, je donne le mot de la fin. Mais que cette CENI-là, que les politiques aillent dans la sensibilisation. Ok, merci. Maître Armand, le mot de la fin. Je termine avec vous. On retient quoi? Non, je vous remercie. Nous retenons que pour l'intérêt du peuple, pour l'intérêt de la République, nous sommes obligés d'être ensemble. Nous sommes obligés de regarder à la même direction. On est obligés de nous soutenir et que nos problèmes internes se règlent après que la République retrouve sa quiétude comme nous sommes agressés en ce jour. Les élections,
sont organisées comme le dit tout le monde, comme le veut tout le monde, mais techniquement, je le démontre jusqu'à preuve du contraire. Au vu de la réalité, de la grandeur et de l'étendue de la République, des difficultés que traverse la République, parce qu'autrefois nous avons utilisé les engins de la police et de l'armée, je ne sais pas cette fois-ci si on prendra la même disponibilité pour faire arriver ça dans l'arrière-pays. Donc, il y a une difficulté terrible que dans 348 jours, nous puissions réellement appeler le corps électoral pour qu'il y ait des élections apaisées. Je comprends qu'il y a les non-dits dans vos dires, que les élections ne semblent pas être organisées en 2023. Merci à vous, monsieur Armand Lokeka, coordonnateur d'un nouveau courant de pensée pour le salut du peuple. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à monsieur Gary Diana, très pertinent, éditorialiste, journaliste, analyste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, même si vous massacrez souvent mon prénom, c'est Gardi. Gardi, pas de problème, excusez-moi. Alors, de l'autre côté, M. Manix Iyenda, porte-parole du LGD, parti cher à l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Et député de la rue. Député de la rue. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci. Également. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, à la réalisation, M. Calab. Merci à Cordon Chims et également à ingénieur Louba qui a DT Christian Mangala. Suivez la rediffusion à 23 h et abonnez-vous sur notre chaîne au Centre TV pour continuer à suivre cette émission. Au revoir.